la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de réussir à proposer un produit qui soit éco-responsable, qui soit clean, en gardant des marges qui soient confortables. Le lancement s'est fait en septembre 2020 avec une campagne Ulule qui a dépassé toutes mes attentes. 3000 paires vendues en un mois, c'est fou. Comment c'était en interne de gérer ces départs quand même, où vous avez quasiment divisé la taille de l'équipe par deux? Sur la partie design, t'as besoin d'espace en fait. Ouais, complètement. Et du coup, c'était pressé par des réunions et tout, c'est en impossible. fait, il y a ça et il y a la charge mentale. Moi, j'étais tout le temps en train de me dire, est-ce qu'ils ont pensé à ça? 20% des usines portugaises vont fermer d'ici janvier. Ah ouais, parce que les marques sont en difficulté, elles commandent moins, mais surtout parce qu'en fait, une grosse majorité des marques françaises, italiennes, espagnoles sont en train de partir en Asie pour réduire leur coût de production. Laure Babin est la CEO de Zeta. Zeta, c'est une marque de chaussures et de baskets éco-responsables. En 5 ans, elle a atteint un chiffre d'affaires de 1,2 million avec une équipe de 7 personnes. Dans cet épisode, on va découvrir comment Zeta est structurée et pilotée au quotidien, les défis d'un marché ultra concurrentiel comme la basket, comment elle a géré la levée de fonds et l'impact pour ses équipes, et enfin, sa gestion des invendus et du BFR. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Laure, bienvenue dans Sous le capot. Salut Nico, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je suis super content de faire ce podcast avec toi. Ouais, moi aussi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. 4 ans. 4 ans, ouais, c'est ça, 4 ans. On a gravi le Mont Blanc ensemble il y a quelques mois. Quelle aventure de dingue. Avec notre cher ami Hugo et Jonathan et toute la bande. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un épisode avec Laure. Je vais lui poser toutes les questions sur Zeta que je lui ai jamais posées ou jamais oser lui poser. C'est vrai, c'est vrai parce qu'en fait on est potes, mais il y a plein de sujets qu'on n'aborde pas parce qu'on parle pas toujours boulot quand on se voit. Ouais, exactement. Et heureusement. Exactement. Donc première question, à part, quand est-ce que tu vas faire les premières chaussures d'alpinisme? Ça serait une bonne idée ça. Pas encore au programme, mais pas encore au programme, mais on y note. pense. Trêve de plaisanterie, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous êtes organisé chez Zeta? Vous avez des pôles? Ouais, nous chez Zeta on est 8 aujourd'hui. On est 4 personnes à temps plein, 4 personnes en alternance et on s'entoure de freelance à côté. Donc il va y avoir le pôle production et finance géré par Camille qui est ma DG, le pôle marketing avec Louis qui est notre CMO. Et moi, je gère le pôle communication et le pôle sales. Ok, super. Et à chaque fois, vous êtes... c'est quoi l'équipe où vous êtes le plus là, avec les 8? C'est beaucoup de com marketing? Un peu plus de com marketing, ouais. Ok. Ouais, complètement. Ok, super. C'est quoi un peu vos routines? Vous avez des routines un peu de management? Comment vous faites vivre toute l'équipe? Alors, d'un point de vue collectif, on a le Boost Monday, le lundi matin à 9h30, qui ne doit pas dépasser une demi-heure normalement. Okay. L'objectif du Boost Monday, c'est de parler du CA B2C, du CA B2B de la semaine passée et de la mettre au regard de l'année dernière. Et donc voir si on suit les objectifs du mois. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait pour les activer? Ça, on en parle dans un autre point, mais ça permet vraiment de suivre tout ça. On parle un peu des actualités de la semaine, ce qui va se passer, s'il y a des lancements, s'il y a des opérations B2B, s'il y a des partenariats. Et chacun fait un petit tour de table assez rapide de ses missions de la semaine pour que chacun puisse voir s'il y a des sujets à voir ensemble. Team Market et Team Com, est-ce qu'ils sont raccords sur le lancement? La newsletter part à telle heure, est-ce que sur le planning édito, c'est bien réglé sur la communication? Et ça fonctionne plutôt bien. Et ça permet que chacun se sente aussi intégré pour commencer la semaine. Et du coup, il y a ce weekly, et après, vous avez d'autres réunions encore? Après, avec les C-levels, les salariés, on a le Boost CA qu'on fait une fois par mois, où là, on regarde des KPI un peu plus spécifique, CA, EBE, rentabilité, le COS, marketing. Et ça nous permet de voir, idem, si on est dans les clous. Et là, justement, de pouvoir activer plus rapidement des choses. Est-ce qu'on met en place une promotion de dernière minute parce qu'il faut atteindre le chiffre d'affaires qui n'a pas été atteint? Ça vous permet de rentrer un peu plus en détail et de s'assurer qu'on ne perd pas de l'argent mensuellement. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que vous revoyez un peu votre fiche de route. Complètement. Là, de plus en plus, ces 2 dernières années, le prévisionnel, il évolue en permanence. Camille, chez nous, qui gère la partie finance et chiffres de manière générale, elle fait jouer en fait en permanence le prévisionnel.
Nous, notre année fiscale, elle commence en septembre. On a un prévis avant septembre. On sait qu'il faut qu'on fasse tant de CA. Et en fait, malgré tout, au fil de l'eau, il y a plein de choses. Il y a des mois qui sont peut-être moins bons que d'autres. Donc, ça nous permet de le faire évoluer au fil de l'eau. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à ne pas rester... Et il ne faut pas, je pense, rester figé sur un prévisionnel parce qu'en fait, il bouge sans arrêt vu le contexte économique actuel. Et parfois, c'est mensuellement, parfois, c'est trimestriellement. Donc... parce que sinon ta trésorerie elle en prend un coup et du coup tu dois... Parce que vous en fait vous pouvez beaucoup jouer sur les coûts marketing parce qu'après t'as ta structure mais c'est des coûts fixes donc en fait t'as pas vraiment la main à part si tu licencies quelqu'un ou voilà mais du coup en fait c'est surtout sur là-dessus que vous jouez. Complètement sur les coûts marketing. Ok. Vous utilisez quoi comme outil pour centraliser tous vos échanges, vos projets et tout? Vous avez Slack. Ouais, on dit Slack. Figma un peu pour la partie créa com. Louis utilise beaucoup Canva pour nos créas ads et ça fonctionne très bien. Moi j'utilise Illustrator. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre? On utilise Pennylane pour la partie financière. On utilise celle-ci pour la partie facturation et devis. Et il me semble que j'ai pas oublié d'outils. Je crois que et vous avez pas d'outils genre de style gestion de projet, genre Notion ou si, évidemment, pardon. J'ai oublié Notion, mais Notion qui est ultra carré, ultra bien organisé, avec typiquement la PAC, qui veut dire plan d'action et de communication. Communication. Chez nous, c'est pour la communication, qui regroupe en fait un peu tous les événements, lancements, partenariats, ventes privées. Tout le monde a accès à ce Notion et ça permet de voir où est-ce qu'on en est, quels sont les lancements et c'est un peu l'élément central qui globalise un petit peu tout. Comme ça, chacun est au courant de on va lancer le Black Friday, ce genre de choses. Donc il faut qu'on fasse notre com par rapport à ça, etc. Ok. Et du coup, le planning, typiquement, tu vois, qui est-ce qui décide? Vous allez lancer, je sais pas, une nouvelle gamme de chaussures. Ça, c'est toi qui décide ou c'est... Je dirais plutôt Camille et moi. Et Louis aussi sur la partie action commerciale. Typiquement sur le Black Friday qu'on va faire là d'ici quelques jours, qu'on n'a jamais fait jusqu'alors. C'est tout ce genre d'action commerciale qu'on décide avant le début de l'année fiscale. On met en place en fait tout ça sur l'année. Pour être sûr que on est raccord sur les lancements, sur les dates de lancement, qu'elles soient pas trop proches les unes des autres, que les périodes de solde viennent à des moments bien précis, et ça nous permet d'avoir une feuille de route pour l'année. Donc en gros en septembre tu fais ta feuille de route pour l'année entière. Exactement. Et tu sais qu'à telle date tu vas sortir ce type de produit. Exactement. Et ça permet à Camille de aussi bien ajuster le prévisionnel. De savoir que on a cette période commerciale Black Friday, donc on ajuste le CA en fonction. On a en avril prochain une collaboration avec une marque, donc on ajuste le CA en fonction des prévisions de vente. Donc ça lui permet d'avoir son prévu au fil de l'eau. Super intéressant. Ça vous met beaucoup de temps à créer votre prévisionnel comme ça sur l'année? C'est un peu toi qui impulse ou vous dites on se bloque 2 jours et on part au vert et on le fait? Enfin, c'est quoi un peu Comment ça se passe? C'est Camille qui fait une première, qui fait son premier prévis. Et ensuite on passe, je pense, quasiment une journée à l'ajuster. Complètement. Oui, ça prend du temps. Après, maintenant, au fil de l'eau, on a l'historique, donc c'est beaucoup plus simple. On sait exactement à quel moment est-ce qu'on fait le plus de chiffres, à quel moment est-ce qu'il faut faire plus attention. Elle fait aussi un prévis de trésorerie, parce que on le sait, c'est la clé. Et qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? On a fait un truc qui était assez chouette. On est parti 2 jours à côté de Bordeaux. Je sais plus le village. On a pris le TER, on est parti dans une grande maison d'hôtes. En fait, on était toutes seules. C'était trop chouette, c'était hors saison. On s'est pris 2 jours. Et en fait, on a coupé les ordis. Enfin, du moins, on a coupé tout ce qui était Slack, notification. Et en fait, on a bossé... Pardon. Et en fait, on a bossé à fond sur la strat. C'était ultra intéressant. On est revenu un peu à l'essence de ce qu'on avait envie de faire de Zeta. Quels étaient les prochains milestones, comment est-ce qu'on allait organiser tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à Camille, il faut lancer la marque de chaussures, collection de chaussures. Ça, c'était un projet qu'on avait initialement pour septembre 2026. Et au moment où on fait cette petite retraite strat, on est, je pense, en septembre 24. Ouais, c'est ça, septembre ou octobre 24. Et je lui dis, écoute, il faut absolument que... Moi, je suis persuadée d'un truc. Ça fait 2 ans qu'on en parle, 1 an et demi.
je suis persuadée d'un truc, il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on fasse autre chose que de la sneakers, parce que déjà, on le sentait à ce moment-là, les ventes de sneakers commençaient un petit peu à chuter, au global. Notre client, il évolue aussi, il grandit avec nous. Notre client qui avait 25, 26 ans au lancement, maintenant, il a une trentaine d'années, donc il ne recherche pas le même type de produit. Et puis, on sent que notre mission, elle est plus grande et elle ne s'arrête pas uniquement à faire de la sneakers, qu'on a envie d'explorer tout un tas de produits. Et donc, à ce moment-là, je lui dis, écoute, ce projet qu'on avait pour dans 2 ans, je veux qu'on raccourcisse les échéances et je veux qu'on lance en septembre 26. Ok. Ouais, comme quoi, en fait, parfois, de sortir au vert, de te couper de ton quotidien, tu fais... Et à ce moment-là, Camille me dit c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Camille, on est très différentes là-dessus et on se complète trop bien. C'est qu'elle est beaucoup plus terre à terre. Elle voit l'aspect chiffre, elle voit l'aspect timing. Et elle me dit on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Et je dis moi je suis persuadée qu'on peut y arriver. On va se mettre à fond sur les designs. On a déjà la matière parfaite pour faire ce type de produit. On va trouver les bonnes usines au Portugal. Et du coup, on va y arriver en 11 mois, quoi. Ok, ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce que vous avez... Trop bien. On y reviendra un peu plus tard de cette collection Saudade. Et du coup, si on reprend un peu le début, c'était quoi les grandes étapes un peu du développement de Zeta? Je sens que tu as lancé avec une campagne Ulule. Ouais, complètement. Et là, tu étais seule. Tu étais seule jusqu'à quel moment? J'ai été seule pendant 6 mois. Donc 1 an à travailler sur le projet toute seule. Le lancement s'est fait en septembre 2020 avec une campagne Ulule qui a dépassé toutes mes attentes. 3000 paires vendues en 1 mois. C'est fou. Et ensuite, très rapidement, au bout de quelques mois, Camille a rejoint l'aventure donc en free. Au début, on se connaissait de l'école. On était à l'IAE ensemble. Elle sur la partie expertise comptable et moi j'étais en business développement, marketing. Et très rapidement, ça s'est fait. Et en fait, on est devenus super complémentaires. Ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 5 ans qu'elle est dans la boîte. Elle est devenue la première salariée de Zeta. Et ensuite, on a atteint... Du coup, c'était jusqu'à quel chiffre d'affaires où vous étiez à 2 500 000 €. Ok. Ouais. On a fait la première année 500 000 €. On a atteint ce chiffre-là toutes les deux. Et ensuite, on s'est entouré d'une alternante. Et puis, Louis nous a rejoints en 2021, fin 2021, je crois. Okay. Et Louis, qui est notre CMO, donc toute la partie e-commerce et marketing, et bien plus. Okay. Et ensuite, à 3, tu vois, on a fait 1 million d'euros. Ok. Ok, vous avez fait 1 million d'euros, trop bien. Et du coup, et après, il y a la phase un peu d'accélération. C'était quoi un peu... qu'est-ce qui vous a amené du coup à accélérer et aussi à se dire, il faut qu'on recrute plus? C'était quoi? C'était que vous n'aviez pas le temps d'avancer, vous vouliez des spécialistes avant? Pour nous, il y a eu une phase, avant la phase d'accélération, il y a eu une phase de stagnation, je l'appellerais, qui nous a mené à faire une levée de fonds. Ok. C'est-à-dire que donc on a atteint le 1 million d'euros en année 2 et ensuite ça a été assez lent. 1 million 100, 1 million 150 pour atteindre 1 million 250. Okay. Et donc en fait la phase de croissance a été assez lente et c'est en année 4, du coup c'était l'année dernière, en 2024, qu'on a décidé de lever des fonds. Ok. Et juste avant ça, pourquoi, comment t'expliques que vous avez stagné? Tu t'as un peu pu identifier les facteurs ou... Je pense, alors pour nous, c'est qu'on n'était pas assez. Ok. C'est moi qui gérais la partie sales, toute la partie communication. Camille, la partie prod, finance, et Louis, la partie market, entouré d'alternants. Et en fait, déjà, on commençait à s'épuiser, on se commençait à se fatiguer au bout de 4 ans. Et je pense qu'on n'avait pas le temps ni l'énergie nécessaire pour mener à bien tout ça. C'est-à-dire que sur la partie sales, moi j'étais incapable dans ma semaine déjà ultra chargée, sachant que je fais tout le développement de produits, la com, un peu de créa. J'étais incapable en plus de faire toute la prospection sales, de faire tous les rendez-vous commerciaux, en plus les salons, puisque je l'ai fait depuis le début. C'était trop. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de déléguer. Okay. Et donc de lever des fonds pour recruter notamment. Mais parce qu'en gros vous n'étiez pas uniquement 4, vous aviez aussi des alternants, donc en fait c'était aussi recruter des personnes avec de l'expérience, c'était ça? Complètement. En effet, on avait chaque personne à temps plein chez nous est accompagnée d'un alternant en backup.
Mais malgré tout, ça demande beaucoup de temps. Bah oui, tu l'as formé. Enfin, c'est normal, c'est une Complètement. personne, c'est pas un salarié. Bien sûr, c'est une personne qu'il faut accompagner et qu'il faut former, donc ça prend énormément de temps. Donc il y a aussi la partie management qu'on oublie évidemment, mais qui prend aussi beaucoup de temps. Et donc l'idée avec cette levée de fonds, c'était à la fois d'avoir plus de budget aussi pour la production, pour le marketing, mais aussi de pouvoir recruter et de pouvoir passer au cran supérieur. Ok, ouais. C'est ce qu'on pensait pouvoir nous amener au cran supérieur. Ok. Du coup, vous faites la levée. On fait la levée. Vous avez levé combien? On a levé 700 000 total. On a levé une partie auprès de notre communauté, auprès de nos clients, via CrowdCube. C'était génial, c'était une super expérience et c'est dingue d'avoir nos clients comme premier actionnaire. Ouais. Et on a levé aussi auprès de personnes de BA qui sont spécialisées dans la mode, notamment William de Asphalt, ou encore Philippe qui est l'ex-PDG de La Redoute. Ok, ouais. Qui viennent avec leur expertise aussi. Aussi, ouais. Alors, avec qui on a des échanges plus ou moins fréquents. Ouais. Mais oui, complètement. Ouais. Okay. Donc vous faites cette levée et à ce moment-là, la levée du coup elle est faite pour recruter et aussi un sujet de BFR Ouais, complètement. Ouais. BFR et puis investissement marketing, on avait vraiment envie de pouvoir accélérer et d'avoir plus de budget pour tenter de nouvelles choses. Ok, ouais. Ok. Du coup, ça, c'était en 2020... fin 2024. Fin 2024, ok. Donc là, vous recrutez et tout. Du coup, vous avez un résultat escompté. Enfin, sur la levée, vous êtes content Sur la levée, oui. Ouais. Puisqu'on va chercher derrière, en plus, du non-dilutif auprès des banques. Ok. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que du coup, on est 12 dans l'équipe. Ouais. On passe de 8... Ah ouais, ok. Non, 14. Puisqu'on recrute des alternants en plus. Donc la partie doublé quasiment. On double l'effectif. La partie com, c'est off. Market aussi. Un petit peu tous les pôles. Et en fait, ça devient très compliqué, moi, je trouve, en termes de management. Ah ouais. De faire les one-to-one, d'accompagner les nouveaux salariés, les nouveaux alternants. Je prends beaucoup de temps. Ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps sur la partie développement produit ou la partie créa. Vraiment la partie productive, enfin de faire. Ouais, exactement. Et en fait, tu passes ta journée en meeting quasiment. Quoi. Il y a des réunions tout le temps. Il faut être sûr que... En fait, ça prend beaucoup de temps de former sur l'ADN de la marque. Et être sûr que le discours, il soit le bon, que, tu vois, sur la partie com, vu que je l'ai toujours faite, j'ai jamais délégué cette partie-là, c'est hyper difficile que la nouvelle personne qui prenne le relais ait la même vision et réussisse à transmettre la même chose. Ouais, ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est pas forcément une histoire de compétences au final. Non, complètement. Ouais. C'est plus une question de temps et d'adaptabilité, je pense. Ouais, et d'appétence et de sensibilité aussi, je pense. Beaucoup. Ouais. Et, donc tu passes beaucoup de temps à former. Ouais, complètement. Okay. Et puis finalement, j'ai toujours un pied un peu dans les sales, un peu dans la com, puisque c'est des parties que j'adore, des domaines que j'adore. Et en fait, cette année-là, 2024, on subit vraiment de plein fouet l'inflation économique. Ouais. Aussi le marché de l'éco-responsabilité non, pas tellement. Pas plus que ça. Les gens achètent toujours éco-responsables, par contre, ils sont pas prêts à mettre le même prix. Ok. Le pouvoir d'achat diminue et donc ils traquent beaucoup plus la promo et donc forcément on n'atteint pas les objectifs et surtout les objectifs B2B qu'on avait, qui étaient assez ambitieux parce qu'on a commencé à travailler avec des agents, des distributeurs asiatiques, distributeurs américains qui avaient fait leurs objectifs de vente et en fait qui n'ont pas réussi à les atteindre parce qu'eux-mêmes subissaient l'inflation économique en Asie, à Singapour, Taïwan, etc. Les boutiques étaient très frileuses d'acheter et aux États-Unis c'était la même chose, ce qui n'a pas été arrangé avec les nouvelles taxations. Et du coup, on n'atteint pas les objectifs. Parce que dans le mix, c'est quoi à peu près? C'était quoi les objectifs? C'était 50% retail? C'était 50-50. Ok, ouais, complètement. Okay. Et en fait, à la fin de l'année, on est arrivé à 80 e-commerce, 20% B2B. Ah ouais, ok, ouais. Donc énorme. Ok, ouais. Et donc là, à ce moment-là, vous avez recruté et tout, donc vous n'êtes pas dans un objectif, donc votre trésorerie, notre trésorerie, elle fond, surtout qu'en parallèle, on investit en marketing pour pouvoir compenser la perte du B2B, enfin les objectifs non atteints du B2B, on le compense avec le B2C. Le B2C fonctionne super bien chez nous. Ouais.
Donc c'est à ce moment-là que la stratégie aussi s'inverse un petit peu. Et puis aussi ce qui a manqué, c'est le lancement de nouveaux produits. On a lancé 2 nouveaux produits sur l'année 2024. Alors que vous étiez plus en plus. Ouais. Mais ce qui était pas suffisant. Et je pense qu'en effet, tu vois, j'ai pas fait les bons choix. J'ai toujours conservé la partie développement produit en propre. Je me suis pas entourée de designers. Enfin, je me suis entourée d'un designer. Mais on a eu du mal à... En fait, j'avais pas le temps nécessaire. J'arrivais pas à bien dispatcher mon temps. Et surtout, sur la partie design, enfin, ma femme, elle est là-dedans, t'as besoin d'espace, en fait. Ouais, complètement. Et du coup, si t'es pressé par des réunions et tout, c'est impossible. En fait, il y a ça, et il y a la charge mentale. Ouais. On n'en parle pas, je pense, de se dire... moi, j'étais tout le temps en train de me dire, est-ce qu'ils ont pensé à ça ? Est-ce qu'ils ont pensé à ça ? Et en fait, ça me restait en permanence dans la tête, donc j'étais tout le temps en train un peu de surveiller ce qui avait été fait, de prendre du temps pour leur expliquer dans quelle direction il fallait plutôt aller. Et en fait, du coup, j'ai pas alloué suffisamment mon temps, ma créativité pour le développement produit. Okay, ouais. Mais je m'en rends compte, et c'était, je pense, la plus grosse erreur de 2024. Parce que sans nouveaux produits, c'est difficile de faire plus de CA. Ouais, et t'as pas d'actualité aussi, j'imagine. Exactement. Enfin, ok. On s'en est sorti très bien, malgré tout, avec une croissance de plus de 20% sur l'année. Par contre, la rentabilité en a pris un coup. Et c'était la première année où on n'était pas rentable. Parce que forcément, on avait plus de masse salariale, plus de charges, mais le CA n'a pas suivi versus ce qu'on avait projeté. Donc, on a dû se séparer. Alors, je dis fin 2024 pour nous parce que notre année, elle est clôturée en août. Donc, on s'est séparés en avril et juin de nos 2 dernières recrues. Et du coup, on est arrivé en septembre, on est retourné à une équipe de 8. 4 personnes à temps plein, 4 personnes en alternance, 4 apprentis. Et on s'est entouré de free sur plein de sujets. Et on est revenu en fait à une structure beaucoup plus légère. Et ça performe super bien. C'est hyper intéressant. Du coup, tu te dis quoi ? Tu te dis pour la suite, tu vas rester sur une petite équipe comme ça. L'idée, c'est de réussir à être le plus efficace possible. Et enfin, pas forcément... Justement, j'ai interviewé Marvin de Tajin Banane, et lui, il me disait, nous, on est à la taille idéale. J'ai pas du tout envie d'être 50, en fait. Sinon, ce serait un autre CEO. Mais en tout cas, moi, je me projette pas du tout là-dedans. Toi, c'est un peu la même vision. C'est exactement ça. On avait je dis on parce qu'avec Camille, on partage la même ambition, la même vision de la boîte. On avait une vision l'année dernière qui était en fait, on voulait faire de l'hyper-croissance. On voulait un peu retrouver la croissance des premières années. Grandir vite, grandir fort, augmenter la taille de l'entreprise. Et après l'année que j'ai vécue, déjà de 1, je me rends compte que le management, c'est clairement pas mon truc. Que j'ai pas envie qu'on soit en fait autant dans la boîte aujourd'hui. Parce que ça a aussi joué sur mon équipe perso. Il y a eu plein de moments où en fait, j'ai frôlé le burn-out. C'était trop de charges et trop de charges de travail pour peu de résultats. Et mentalement, c'est difficile. Tu vois, après 5 ans de boîte. Et aujourd'hui, j'ai envie de... Là, je suis super épanouie. Tu vois, ça fait 2 mois et demi qui sont très, très intenses, mais où en fait, on est revenu à une structure qui nous correspond, qui est légère et qui performe. Tu vois, on fait plus 50% de croissance par rapport à l'année dernière. Alors que vous êtes moins. Alors qu'on est moins. Et je m'éclate. En fait, j'ai repris la partie com. J'adore. Et les performances sont bonnes en plus. J'ai repris la partie sales. Et surtout, je me suis mis à fond sur le développement produit. Et ça fonctionne super bien, en fait. Et j'ai envie de retrouver... et j'ai retrouvé cet équilibre vie pro, vie perso. Et je pense qu'on va être très bien. Tu vois, j'ai plus de rêve d'hyper-croissance comme je pouvais l'avoir les 3 premières années de Zeta. J'ai un peu revu mes ambitions à la baisse. Et je pense que ça va aussi avec mes projets de vie. J'ai envie d'être épanouie, d'avoir une boîte qui soit saine, qui fasse de la croissance, qui soit rentable à la fin de l'année, mais qu'on n'aille pas chercher 10 millions d'euros. En fait, simplement ça. Je crois que j'ai revu un peu mes ambitions à la baisse et ça me va très bien. Mais se pose aussi la question de est-ce qu'en fait, finalement, si tu as un équilibre pro-perso, ça pousse pas ta boîte ? Enfin, tu vois, c'est... complètement. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, peut-être que le fait que moi, je sois plus équilibrée et que je me sente mieux, ça va participer. Tu performes mieux et tu passes peut-être moins de temps à bosser, mais du coup, ce que tu fais, ça a de l'impact. Et, du coup, ça, j'en suis persuadée, tu vois. Je pense que ça peut bien fonctionner. Et s'entourer aussi de... C'est quelque chose qu'on faisait très peu, mais s'entourer de freelance, ça fonctionne aussi.
Ouais, je pense que ça dépend si tu as une. Enfin, moi, c'est ce que je vois aussi avec mes clients. C'est en fait, si tu as une organisation, des process en place pour intégrer les freelance, en fait, ça le fait, quoi. Complètement. Qui sont aussi incentivés plus que peut-être un salarié, enfin, dans le sens où c'est quand même plus précaire. Enfin, je sais pas comment dire, mais donc en fait, complètement. Puis, c'est des personnes qui sont formées, qui n'ont pas besoin forcément d'accompagnement. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile. Qui ont plus de seniorité ou quoi. Enfin, ouais, ok. Complètement. Hyper intéressant. Et du coup, comment c'était justement en interne de gérer ça, tu vois, ces départs quand même où vous avez quasiment divisé la taille de l'équipe par deux. Enfin, aussi pour garder la motivation, parce que du coup, on peut aussi se dire, punaise, en fait, je suis dans une boîte, ça va pas bien, est-ce que ma place, elle est remise en question? Enfin, comment vous avez orchestré tout ça? Le fait d'être très transparent sur nos chiffres. Ouais. Le fait d'être très transparent sur nos chiffres depuis toujours, c'est-à-dire qu'avec le Boost Monday, les équipes, le lundi matin, savaient exactement où est-ce qu'on en est du CA, où est-ce qu'on en est des objectifs. Ils savent... Ouais, c'est pas une découverte en fait que les objectifs soient pas atteints, quoi. Ce qui fait que, alors évidemment, c'était des moments très difficiles. Pour nous, pour moi en tant que chef d'entreprise, mais aussi pour le reste de l'équipe. Parce que moralement, en fait, tu t'annonces toujours des chiffres qui sont dans le rouge. Donc en fait, t'es toujours, tous les matins, tu dis, on n'y est pas. Et c'est quand même toi qui dois impulser le truc, quoi. Complètement. Et c'est dur de garder la motivation et de leur dire, ça va aller, on va rebondir mois après mois quand tu vois qu'on n'atteint pas les chiffres. Alors, on faisait de la croissance, mais on faisait pas la croissance qu'on avait espérée. Et donc forcément, les deux départs n'étaient pas... Je dirais pas qu'ils étaient attendus, mais ça a été ça a été justifié. Et donc on leur a expliqué, il faut qu'on revienne à un modèle de structure plus léger parce qu'aujourd'hui on n'atteint pas les objectifs. D'un point de vue, c'est beaucoup lié à la conjoncture économique. Et donc ça a été un peu difficile au début, et puis finalement avec de l'accompagnement, on a beaucoup parlé avec chacun. Et on a été surtout ultra positive en disant, mais attendez, là on va retrouver la croissance. On revient simplement à ce qu'on faisait avant, et les prochaines années vont être bonnes. Mais en fait, j'avais entendu un podcast là-dessus de Carlos Ghosn, qui justement qui est quand même connu pour avoir fait un peu des coupes et tout ça. Et en fait, il disait, mais en fait, tu donnes la vision et après tu fais la coupe. Enfin, dans le sens, c'est sûr que si tu fais une coupe budgétaire, tu licencies des gens, mais que tu ne donnes pas de vision, le moral il est miné. Mais en fait, si après tu donnes la vision et que les gens voient que les objectifs sont atteints, du coup, c'est positif. Exactement. Même si c'est dur, c'est une décision dure à prendre. Il faut l'accompagner de la stratégie et de la vision. Je suis complètement d'accord. Et tu vois, c'est ce qu'on a fait en début d'année, en expliquant ce qu'on allait faire toute l'année, quelles étaient les prévisions de vente, pour que ce soit vraiment très clair dans la tête de chacun. Et je pense que des salariés qui avancent avec une vision claire de la stratégie, ça leur permet d'être beaucoup plus confiants aussi. Non, c'est vrai. Et du coup, comment vous avez géré aussi ce switch un peu de charge de travail? Parce que du coup, tu as des personnes qui partent. Est-ce que c'était facile de couper les choses? Enfin, tu vois, de se dire, finalement, ça, on le fait plus parce qu'on était, je sais pas, on était 4 à gérer le marketing. Là, on se retrouve à 2 ou une personne. Enfin, comment vous avez géré ça? Typiquement, sur la com, on était 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on n'est plus que 2. En fait, ça avance super bien parce que on communique à 2. En gros, en fait, on gère tout ce qui est tous les réseaux de communication, toute la partie créa, toute la partie wording aussi, à 2. Et en fait, on avance super vite. J'ai trouvé un super binôme cette année avec une alternante qui est géniale. On fonctionne trop bien toutes les deux. Ça va super vite parce qu'on a la même vision et on avance à une rapidité folle. Peut-être qu'on avançait un peu plus lentement, à 5 aussi. Et on s'entoure d'une graphiste en freelance qui nous aide de façon ponctuelle, tu vois, 2 fois par semaine. Et en fait, ça fonctionne super bien. Donc en fait, au final, c'est plus une inertie avant, les décisions mettaient peut-être plus de temps, il y avait plus d'aller-retour, qui fait qu'au final, vous arrivez à sortir la même chose. En fait, vous avez revu tout votre process de décision qui a été simplifié, quoi. Ouais, alors peut-être que c'était aussi les process qui étaient mal mis en place, je sais pas, sur la partie com. Pourtant, j'avais l'impression qu'on était bien structurés. Mais peut-être qu'en fait, on était simplement trop sur ce pôle-là, et le fait de m'avoir enlevé la partie créa, la partie com, ça a toujours été ma partie, et c'est ce qui fait aussi l'ADN de Zeta. Je pense, la vision que j'en ai et la façon dont j'arrive à l'impulser à travers des actions de com, des créas ou du produit.
Et en fait, je pense que c'était bête, peut-être, de me l'enlever complètement. Et je suis très contente, en tout cas, de l'avoir retrouvé parce que c'est ce qui me fait vibrer au quotidien et c'est ce qui me fait m'éclater, quoi. Ouais, ok, ouais. Et du coup, au quotidien, là, c'est quoi, du coup, c'est quoi les KPI que vous suivez? Tu vois, typiquement, est-ce que durant votre Monday, vous avez toujours des KPI à suivre? Enfin, ouais. Les KPIs, on va les suivre surtout pendant le point avec les C-levels. Ok. Donc CA, EBE, Renta, Cost Marketing. Et après, pendant les one-to-one. Ok. Ça veut dire que chaque salarié a des... Ouais, complètement. Okay. Pour les alternants, c'est semestriel. Okay. Pour les salariés, c'est trimestriel. Okay. On a changé... non, le one-to-one, pardon, c'est de façon mensuelle. Ouais. Et ensuite, il y a un suivi plus global des objectifs qui est trimestriel. Mais pendant, par exemple, les one-to-one avec Louis, qui est notre CMO en marketing, on va voir taux de rétention, le COS, tous les KPIs en fait, relatifs au marketing et suivre leur évolution et s'assurer qu'on n'a pas trop dépensé ce mois-ci parce que forcément, ça va jouer sur la rentabilité. Ouais. Les coûts d'acquisition, le CPI, etc. Ok. Donc ça veut dire que chacun a vraiment des objectifs chiffrés qui sont hyper... Ouais, okay. Complètement. Et tu fais comment, par exemple, avec la personne qui s'occupe de la communication? Du coup, c'est quoi? C'est les objectifs sur les impressions? Enfin, ouais, c'est exactement ça. C'est plus des KPIs Alors, il va y avoir des KPIs donc plutôt quanti. Ouais. Et après, il va y avoir des objectifs un peu plus généraux. S'assurer... Donc, sur les objectifs quanti, par exemple, un nombre de stories à respecter par semaine. Une croissance du nombre d'abonnés, une croissance du nombre d'impressions, une croissance du nombre d'abonnés TikTok, ce genre de choses. Et après, sur la partie plus qualitative, on va dire s'assurer de bien respecter le ton de la marque, de bien respecter l'ADN. Ce qui est un peu moins palpable, mais un peu moins palpable, mais qui est hyper important d'un point de vue com. Ouais. Okay, ouais. Mais même, tu vois, pour les alternants, ça leur permet d'avoir un suivi, de savoir dans quelle direction est-ce qu'ils doivent aller. Et surtout de savoir, je pense, là où de mettre les priorités. Quoi. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Okay. Et donc, et après, avec chacune des personnes que chacun manage, on a, tu sais, des points début de semaine, des points de fin de semaine, pour s'assurer que tout a été bien traité sur nos chaînes. Ok, ouais. Et du coup, sur comment tu gères un peu cet aspect charge de travail aussi par rapport aux équipes? C'est quoi un peu, toi, ta vision des choses là-dessus? Tu vois, y a trop de choses, parfois, il y a un peu cette discussion, mais j'ai pas le temps de tout faire. Enfin, toi, comment tu gères ça? Tu veux dire de la part des salariés? Ouais, de la part des salariés. On priorise. Okay. On priorise. Il y a des choses qui sont indispensables à faire cette semaine-là parce que c'est des lancements ou c'est des choses, il faut absolument les faire. Et du coup, on essaye de s'alléger les uns les autres. On essaye de plus anticiper aussi, de ne pas être dans la dernière minute et de réussir à anticiper les choses. Et surtout à travailler en collectif. Tu vois, il y a plein de moments où faire le Black Friday, ça a été une décision un peu dernière minute. Okay. Avec Louis, on a beaucoup travaillé main dans la main sur qu'est-ce qu'on met en place, la stratégie, CRM, ads, etc. La communication, quelle créa on fait. Donc, on a fait des créas l'un et l'autre. C'est beaucoup un travail d'équipe. Donc, quand il y en a un qui a trop de charge de travail, on essaye de s'alléger les uns les autres. Okay. Et ouais, je pense c'est vraiment notre force, c'est la force du collectif. On n'a pas des missions qui sont complètement délimitées. Camille, sans arrêt, tu vois, elle est en train de me dire est-ce que je peux t'alléger, est-ce que je peux faire ça. On travaille beaucoup tous ensemble et ça fait du bien. C'est hyper intéressant, hyper beau aussi. Enfin, je trouve cette force de collectif parce qu'à la fois tu dois donner ta ligne à chacun et en même temps, parfois dans ta ligne t'as trop de choses. Du coup, il y a quand même besoin que. Ouais, exactement. Ouais. Ok, trop bien. Toi là, du coup, si c'était à refaire, tu dirais par rapport au nombre de personnes qui ont envie de grandir, tu dirais mais en fait. Au final, on aurait dû se staffer plus progressivement. Enfin, après, c'est toujours simple de refaire l'histoire. Hein, mais oui. Je pense qu'on aurait dû se staffer plus progressivement. Et peut-être qu'on aurait dû atteindre... Alors, c'est difficile à dire parce que je sais que on a fait aussi cette décision parce qu'on sentait qu'on était un peu fatigués. Okay. On a pris cette décision de lever parce qu'on sentait que c'était fatigant de courir après l'argent, fatigant d'avoir énormément de charges de travail. Donc, c'était aussi... pour ça qu'on a pris cette décision-là. Et à la fois,
on dit toujours qu'il faut... Tu recrutes à partir du moment où tu as atteint vraiment ta capacité maximale et tu dis, OK, je lâche plus vraiment plus. Donc, c'est difficile à jauger. Mais ce qui est sûr, c'est on est passé de 8 à 14 et c'était bien trop. C'était trop en termes de management et c'était trop en termes de split de travail. Donc, je pense que je le ferai de façon un peu plus progressive et je pense que je m'entourerai davantage de free. Et c'est intéressant parce que parfois, justement, on a ce côté un peu, on se dit, vas-y, j'ai trop de travail, je recrute, mais parfois, c'est pas forcément la meilleure décision, en fait. C'est un peu la décision de facilité, mais en fait, si tu regardes le problème dans sa globalité, il y a peut-être d'autres facteurs sur lesquels tu peux bouger, en fait. Exactement. Et là, tu vois, on travaille sur alléger encore plus la structure l'année prochaine. Parce qu'on se en rend étant compte... encore moins, tu dis, ok. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des missions qui peuvent être déléguées différemment. T'as un exemple là, typiquement, auquel tu penses? Complètement. Aujourd'hui, la personne qui est en charge du SAV, qui est à temps plein chez nous, qui gère le service client, donc téléphone et mail, qui est quand même une bonne... qui représente beaucoup de travail chez nous, et qui fait aussi un peu de facturation. Aujourd'hui, on se demande si ça vaudrait pas le coup de sous-traiter le SAV via des plateformes avec un peu d'IA, etc. Et que du coup, cette personne-là, plutôt que de faire du service client, donc B2C, elle fasse le service client B2B / administration des ventes, qui représente beaucoup de travail chez nous, toute la partie supply. Donc aider Camille sur la partie supply production et en même temps gérer tout ce qui est expédition des colis B2B vers les boutiques, etc. Et la partie facturation. Donc, tout ça se regrouperait en un poste. Ce qui voudrait dire supprimer 2 apprentis, un apprenti en supply et un apprenti en sales. Et en fait, tout ça, ça ferait une économie une sacrée économie en termes de charge. Hyper intéressant. Du coup, il y a aussi un peu une question que je voulais te poser, vu que quand même tu es sur le segment justement de l'écologie, de l'éco-responsabilité. Du coup, il y a aussi un peu cette question de la croissance, tu vois. Enfin, comment est-ce que c'est la croissance à tout prix et tout. Toi, c'est quoi un peu ta vision des choses là-dessus? C'est compliqué de grandir, de faire du volume en ayant la même qualité et en étant aussi clean et en ayant la même stratégie RSE qu'avant, je pense. Ça a été un vrai sujet parce qu'à partir du moment où tu grandis et tu... Non, je veux dire autre chose plutôt. En fait, le vrai sujet, je trouve, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de réussir à proposer un produit qui soit éco-responsable, qui soit clean, en gardant des marges qui soient confortables. Parce qu'en fait, aujourd'hui, par rapport au coût marketing qui augmente de mois en mois, tes marges, elles sont réduites parce que le coût de tes matières premières augmente et le coût du transport augmente aussi. Donc la plus grosse difficulté, c'est de réussir à être rentable à la fin du mois parce qu'on a un produit qui nous coûte plus cher que d'autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité de nos concurrents partent en Asie. Ils partent produire en Chine, au Vietnam. Ça ne dérange pas le consommateur. Moi, je trouve ça complètement entendable dans le sens où, en fait, si c'est pour être déficitaire à la fin du mois, c'est compliqué. C'est ça. Par contre, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne me résoudrai jamais à faire. Ça a été un gros sujet de discussion parce que... dans les travaux, mais a priori, ça devrait pas s'entendre. Non, ça s'entend pas. Ça a été un gros sujet de discussion parce qu'en effet, tout augmente. On peut pas augmenter nos prix de vente parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation inflationniste. Mais en revanche, il faut continuer à grandir en ayant des marges qui sont encore moins importantes. Donc, ça a été une question de se dire, est-ce qu'on va produire au Vietnam ? On divise nos coûts de production par 2. Et puis finalement, on s'est dit non, l'ADN de Zeta, elle repose sur le Portugal, elle repose sur la qualité de l'artisanat portugais. Et en fait, on veut pas changer ça. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre ADN. On tient trop à nos artisans. Tu vois, j'étais au Portugal il y a une semaine pour aller faire du contrôle qualité. Et en parlant avec mon designer, il m'a dit mais en fait, 20% des usines portugaises vont fermer d'ici janvier. Ah ouais, parce que les marques sont en difficulté, elles commandent moins.
mais surtout parce qu'en fait, une grosse majorité des marques françaises, italiennes, espagnoles sont en train de partir en Asie pour réduire leurs coûts de production. Donc en fait, c'est très difficile aujourd'hui de faire de l'éco-responsabilité avec des marges qui sont intéressantes. Donc le vrai sujet, c'est de travailler main dans la main avec les usines au Portugal pour réduire les coûts de production, pour pouvoir rester au Portugal en continuant à avoir des marges intéressantes, mais aussi de faire de la pédagogie auprès du consommateur, de lui dire, en fait, en nous soutenant, vous soutenez une production locale et vous nous permettez de grandir sainement sans avoir à partir produire en Asie. Donc la grosse difficulté, elle est là aujourd'hui. C'est de la pédagogie et en même temps, et du coup, comment tu peux, parce qu'en fait, c'est un peu, comment du coup, ça a un impact sur le design, c'est-à-dire que il y a des choses que tu vas changer sur ton design pour que ça coûte moins cher, enfin, c'est un peu ça. Complètement. Il y a peut-être des matières premières qu'on va utiliser qui vont changer. Alors, il y a une chose à laquelle on ne déroge pas, c'est que nos matières seront toujours recyclées et véganes et on ne veut pas baisser la qualité de nos produits, ça c'est certain. Par contre, on va peut-être aller vers des constructions de chaussures qui sont un peu plus simples, un peu moins complexes. Il y a des types de running qui se font très très bien en Asie à des prix défiant toute concurrence. Au Portugal, les coûts de production sont très importants. Donc, on va aller vers des constructions de chaussures qui sont plus simples, qui vont coûter moins cher à l'assemblage, qui vont avoir moins de matières premières différentes, et nous permettre en fait, de conserver un niveau de marge qui est intéressant. Donc, c'est vraiment... ça commence au design. Ok. Du coup, vous, comment est-ce que vous en sortez sur le marché de la chaussure quand même qui est hyper concurrentiel, quoi ? Enfin, c'est comment... étonnamment, on est toujours en croissance. Ça fait 5 ans qu'on est en croissance, avec une croissance plus modérée ces 3 dernières années. Mais on est en croissance et moi, je crois beaucoup en la diversification qu'on a entamée depuis 6 mois. On a commencé avec les vestes Sherpa recyclées et on a lancé il y a quelques semaines une collection d'hiver, donc de mocassins, derbies et ballerines en cuir végétal. Et j'y crois beaucoup parce que je pense qu'on va réussir à toucher plus de personnes et que ça va favoriser la croissance organique, on va dire. Et également la croissance retail parce qu'on va toucher d'autres points de vente avec ces nouvelles collections. Et on s'en sort très bien aussi grâce à notre communauté. On a des clients qui sont ultra fidèles, on a un taux de rétention qui est très très bon. Et des personnes qui recommandent année après année des paires de Zeta. Comme quoi, c'est la qualité du produit aussi qui fait que les gens reviennent. Complètement, et puis le discours, tout ce qui va autour, la transparence totale sur les prix, sur les méthodes de fabrication, je pense que le fait qu'on ait conservé cette production au Portugal, ça plaît aussi. Et on s'en sort plutôt très bien. Trop bien, hyper intéressant. Du coup, comment ça s'est fait justement cette nouvelle collection Saoudade ? Enfin, comment vous avez... Parce que c'est quand même un tout autre... Enfin, dans la chaussure, je pense que c'est quand même une autre gamme de produits. Comment, ça vous a pris combien de temps ? Enfin, c'était quoi un peu les étapes L'idée, elle a germé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on a commencé à avoir un léger déclin des ventes de sneakers au niveau mondial. Et on a commencé à recevoir des premiers messages de personnes, de clients sur Instagram qui nous disaient j'adore vos baskets, par contre l'hiver j'ai envie de porter autre chose. À quand des modèles de mocassins, de chaussures ? Donc c'est-à-dire juste le marché mondial en gros, on était à fond, la basket se faisait qu'augmenter, et là on est plutôt sur on est plutôt sur un déclin. Complètement. J'ai pas de chiffres en tête, mais il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a moins d'achats de baskets de manière générale. Et on en a parlé directement avec les usines parce que finalement, je trouve que le mieux pour saisir le marché, c'est de savoir aussi eux s'ils ont moins de commandes de baskets. Parce que c'est le même type d'usine déjà ? Généralement, les usines qui fabriquent les sneakers en fait initialement fabriquaient des chaussures bateau, des derbies, des chaussures à lacets. Ils se sont mis à la sneakers progressivement parce qu'il y a eu un effet de mode, effet de mode. Mais en fait, initialement, ce qu'ils savent faire le mieux, c'est ce type de chaussures. Donc, on a été les voir, on leur a dit qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez l'impression, vous, que vous avez moins de commandes de baskets ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et en fait, ils étaient unanimes. Ils ont dit la tendance du marché, ça revient à la chaussure de ville, à la chaussure en cuir. Et donc, ils nous ont encouragés à prendre aussi ce pas-là.
Donc on a été encouragés à la fois par nos usines, nos clients, et puis aussi on s'est rendu compte en faisant quelques recherches qu'il y avait un gros besoin sur le marché. Il existe très peu aujourd'hui d'alternatives à la sneakers qui ne soient pas en cuir animal ou qui ne soient pas en plastique. Okay, ouais. Tu as beaucoup, en effet, tu vas trouver des mocassins fabriqués en Asie en volume, fabriqués à partir de plastique, en fait, tout simplement. Okay, ouais. Et donc, on s'est dit, on a une vraie place à prendre sur le marché, avec une collection hiver, mais aussi avec une collection été, parce qu'on aura le même sujet sur les sandales l'été. Ouais. Et donc, on a une place à se faire en proposant une chaussure de ville qui soit recyclée, vegan, fabriquée au Portugal. Ok. Et du coup, le cuir et tout ça, vous avez dû développer. Enfin, comment ça se passe? C'était déjà des choses qui existaient sur le marché? Ouais, complètement. On a choisi notre cuir le plus solide. C'est celui qui est fait à partir d'olives, de graignons d'olive fabriqués en Turquie, qu'on utilise déjà depuis 3 ans pour nos collections. Et c'est celui qui est le plus souple, le plus facile à travailler, qui a le plus de texture possible. Et on s'est dit, il était parfait pour ce type de chaussures. Et en effet, ça permet à ces chaussures d'être ultra confortables parce que le cuir n'est pas rigide. Et généralement, les mocassins ou les derbies, ça crée des ampoules. T'as pas envie de les porter. Je sais pas si t'as déjà porté des mocassins à des mariages, par exemple. C'est hyper douloureux. Et là, on est sur les chaussures qu'on a vraiment envie de porter toute la journée. Et donc, c'est trop chouette. On est tellement content du résultat et très content aussi de la façon dont ça a été reçu. Ouais. Les gens ont vraiment parlé je t'en parlais tout à l'heure, mais les gens ont parlé de repositionnement de la marque. Pour nous, c'est simplement une diversification. On étend notre gamme de produits et on garde l'ADN de Zeta finalement qui est intact. Ouais. Qui est de faire des produits recyclés vegan au Portugal. Ça n'a pas changé, c'est nos valeurs intrinsèques. Simplement, on essaie de l'adapter à d'autres types de produits. Et du coup, ça vous a mis combien de temps? Tu as dit que tu as commencé la réflexion il y a 3 ans. Un an de développement. Un an de développement, ok. Ouais. On a fait les dessins, on a fait les protos, on les a testés, retestés, et puis on a lancé en novembre. Un petit peu plus d'un an. Ouais. Et du coup, entre les premiers et la version finale, il y a eu beaucoup de changements ou pas? Très peu. Sur le design ou quoi? Non, très peu. Ok. Sur les designs, non. On a adapté un petit peu tout ce qui était doublure intérieure, semelle intérieure plus épaisse pour avoir vraiment plus de confort. Donc des détails plus de confort, mais pas sur l'assemblage ni sur le design. Non. Ok, ouais. Ah bah, trop bien. Et comment... Et du coup, une fois... Maintenant, enfin, vous êtes... tu me disais, hein, ça a été super bien accueilli. Vous avez, enfin, vos chiffres là, ils sont super bons sur cette nouvelle collection. Du coup là, ça vous donne envie de plus pousser. Enfin, c'est quoi les prochains développements? Enfin, c'est plus dans la chaussure classique ou aussi la sneakers? Alors, on n'oublie pas la sneakers. On a 2 nouveaux modèles qui sortent en début d'année prochaine, en janvier et puis en mars. Une collaboration sneakers avec une autre marque. Trop bien. Et puis simplement, maintenant, par saison, on va avoir l'hiver, une collection hiver. Et une collection été avec des sandales et d'autres types de chaussures. Mais on n'oublie pas la sneakers avec des lancements en fait ponctuels tous les 2 à 3 mois, tous les trimestres, on va dire. Ok. Mais ça nous permet de travailler par collection, de travailler par saison, ce qui est aussi un peu plus simple à gérer en termes de production parce que tu sais que tu produis pour un moment bien particulier. Et typiquement, tu vois, notre collection hiver, quand on n'a pas tout vendu, ça reste des modèles malgré tout qui ne suivent pas forcément les tendances. Et qu'on va pouvoir ressortir l'année prochaine. Donc, si on n'a pas tout vendu, on met sur palette, on les stocke dans un coin de l'entrepôt et on le ressort l'année prochaine. Là où, tu vois, sur de la sneaker, c'est parfois un peu plus compliqué parce que d'un mois à l'autre, tu sais pas pourquoi. Il y a une couleur qui va super bien fonctionner. Tu vas te retrouver avec beaucoup de stock sur un produit que tu pensais vendre et que tu vends pas. Et du coup, c'est un peu plus compliqué de gérer les stocks. Ah ouais, ok, ouais. Hyper intéressant. Et du coup, comment vous gérez justement toute cette partie un peu des invendus? Ce qu'on fait, c'est qu'on les vend pendant des périodes de soldes, des périodes d'archives, et on fait pas mal de ventes privées aussi de temps à autre. De moins en moins quand même, parce qu'on trouve que ça néglige un peu l'image de marque. Mais on est obligé sur des modèles qui performent moins bien que d'autres. Et puis on est obligé de se séparer aussi de collections. Donc ou au final qui marchent plus ou sont passés de mode. Enfin, complètement. Donc on fait The Braderie, Choose. Et ça vous arrive souvent justement
d'avoir des produits, enfin, où en fait, maintenant, tu sais que la durée de vie sur une sneaker, c'est limité, quoi, d'une certaine manière. C'est drôle parce que sur certains modèles, tu vois, sur le modèle Alpha, qui est notre premier modèle en raisin, ça fait 5 ans. Ouais. Il est toujours là. Alors, on a coupé certains coloris, mais c'est malgré tout un modèle qui se vend toujours très bien. Ok, d'accord, ok. Qu'on n'arrive pas à supprimer. Et puis, c'est un peu le modèle iconique de la marque. C'est le premier qu'on a lancé. Malgré tout, je pense qu'on va essayer de lui redonner un peu un coup de neuf en changeant quelques éléments. Mais c'est un modèle dont on ne se séparera pas, je pense. Ok, ouais. Ah, hyper intéressant. Super, on va passer aux questions de la fin, qui sont un peu... tu peux y répondre rapidement. Toi, tu utilises comment l'IA dans ton quotidien ? De plus en plus. Ouais. J'essaye d'avoir une approche de l'IA qui est assez intelligente. Ok. J'essaye de ne pas utiliser l'IA pour rédiger mes mails, pour rédiger du wording. J'adore écrire, donc je veux conserver toute la partie rédactionnelle, je veux la conserver. Par contre, je vais utiliser l'IA pour projeter des designs, par exemple. Ok. Si j'ai une idée d'un design avec un imprimé bien particulier, je vais demander à l'IA de voir comment ça rend, et c'est un temps fou. Ouais, parce que sinon, avant, tu devais la faire produire pour te rendre compte. Enfin, avant, c'était un dessin sur Illustrator qui n'était pas vraiment réel. C'est de la 2D, quoi. Ouais, c'est de la 2D, exactement. Et puis, l'imprimé, par exemple, un imprimé vache qu'on utilise beaucoup sur une nouvelle collection, c'est super difficile à représenter. Oui, parce que tu vois tu vois le métrage de cuir, quoi. Enfin, là, j'arrive à voir la texture, j'arrive à voir l'imprimé, j'arrive à voir si ça peut bien se rendre sur une sandale, sur une chaussure bateau. Et du coup, c'est ultra pratique. Même ça te fait économiser des protos, au final. Ça me fait économiser des protos. Okay, ouais. Et tu vois, on a même utilisé pour faire un pack shot rapidement sur une plaquette pour du B2B. C'était ultra pratique. Donc, on va dire que j'ai une utilisation modérée. J'essaye que ça ne devienne pas un automatisme. Ouais. Et je le dis aux équipes, il ne faut pas que ça devienne un automatisme. Il ne faut pas que l'IA remplace notre façon de communiquer, tout ce qu'on peut écrire, ni nos idées. Ouais. Parce que sinon, ça nous instrumentalise et il ne faut pas que ça le soit. Ouais. Par contre, il faut que ce soit un outil de gain de temps au quotidien et peut-être un peu de gain d'argent. Ouais, ok. Mais il ne faut pas oublier aussi, surtout que l'IA pollue et que ça a une incidence forcément CO2 quand on l'utilise. Donc, c'est important d'en avoir une utilisation modérée. Ouais. Toi, c'est quoi, tu dirais, un peu la pire erreur de management ou une erreur de management de laquelle tu as beaucoup appris? Peut-être de ne pas être assez, régulière dans les one-to-one. Il y a eu des moments, des semaines où en fait, j'étais tellement dans le chaos de la production, de tout ce que j'avais à faire, que je repoussais le one-to-one avec tel salarié ou tel apprenti. Et en fait, c'était des semaines où cette personne-là n'allait pas forcément bien, où il y avait des sujets qui la dérangeaient, où elle avait besoin de mon aide sur certains sujets. Et en fait, qui allait du coup... elle avait besoin de cet accompagnement-là à ce moment-là. Et je pense que c'est ultra important d'être régulier dans les one-to-one, alors que ce soit quotidien ou hebdomadaire, trimestriel, peu importe, mais d'avoir un vrai suivi et un temps d'échange avec chacun de ses salariés. Parce qu'en fait, il y a plein de sujets. Il ne faut pas oublier que derrière, chacun a une vie perso aussi. Et à ces sujets du quotidien, chacun a besoin d'avoir un accompagnement qui est plus ou moins différent, un accompagnement plus de proximité, plus de micromanagement, ou quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir de l'échange. Et ça a été un peu... c'est un peu ce dont j'ai manqué, ce que je n'ai pas forcément fait l'année dernière. Ok, ouais, hyper intéressant. Ouais, sur ce côté, au final, en fait, du point de vue manager, on se dit j'ai d'autres priorités, là, mon urgence c'est ça, mais en fait tu as la priorité de la personne. La priorité c'est aussi les personnes qui font fonctionner ton entreprise. Ouais. Et au final ça peut avoir un impact aussi sur la boîte, quoi. Enfin, énorme. Ouais. Ok. Toi, comment est-ce que tu gères ton temps? Est-ce que tu as une organisation hyper millimétrée ou t'es... On va dire que chaque début de semaine, j'organise ma to-do. Ouais. Ma to-do quotidienne et ensuite journalière en me disant aujourd'hui ça c'est mes 3 top priorités qu'il faut absolument que je fasse, et si c'est des choses très importantes je me cale dans l'agenda des slots perso en me disant là il faut que je finisse ce dossier de subvention, ça il faut que je fasse ça, là il faut que j'enregistre des UGC, ce qui fait que ma journée elle est calée et peu importe si j'ai des urgences en fait j'y déroge pas. Ok. Donc ça c'est sur la partie pro, et après sur la partie perso
Idem, je m'organise des temps où, en fait, c'est calé dans la semaine et je passe pas à côté. Typiquement, mes runs de la semaine, mes temps de sport, ils sont calés dans la semaine et en fait, ça me permet de... Sans ça, je tiens pas, en fait. Ouais, ça te recharge au quotidien. Donc, en fait, c'est hyper important. Comme, Donc, autant que sur le pro, ces slots sport, ils sont ultra importants à caler dans la semaine. Hyper intéressant. Tu as une boîte dont tu aimerais voir le fonctionnement un peu, tu vois, à l'intérieur, comment est-ce qu'ils sont organisés, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Asphalt. Ah ouais. Ouais. J'aimerais bien voir comment ça fonctionne en interne. On connaît bien William et c'est une boîte que j'admire beaucoup, que je trouve belle, qui a une belle croissance, qui a des beaux produits. Et je serais curieuse de voir comment ils structurent en interne la partie créa, produit, parce que c'est des gros pôles aussi chez eux, la partie communication. Ouais, je serais curieuse. Ok, ouais. Hyper intéressant. Peut-être le prochain invité que tu reçois. Prochaine, j'y travaille. Écoute, merci pour d'avoir été aussi transparente, d'avoir ouvert le capot de Zeta. Où est-ce qu'on peut suivre ton actu? Et l'actu de Zeta? LinkedIn, principalement, sur mon LinkedIn perso, où j'essaie de prendre la parole assez régulièrement. Et Instagram, où aussi on est ultra transparent sur tout ce qu'on fait au quotidien. Super. Merci Laure pour ce moment. C'était très cool. Nico. À bientôt. Ciao. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.